Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 29 août 2024. Alors aujourd'hui, on va parler évidemment des résultats de Nvidia qui sont tombés et que toute la bourse attendait, des résultats aussi ailleurs sur Pernod Ricard notamment, sur le CAC. On va parler du CAC 40, des indices étrangers, on parlera aussi de quelques actions qui sont intéressantes. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, avant de regarder un peu les graphes, on va parler des chiffres qui sont tombés dernièrement. Il n'y a pas véritablement eu de grosses surprises par rapport à ce qui était attendu. Au niveau des demandeurs d'emploi en France, on est toujours à peu près sur les 2,8 millions. Le stock de pétrole brut, ça baisse un peu, là. Rien d'excessif. On a eu des immatriculations aussi, alors c'est toujours à pondérer parce que c'est par rapport à des mois spécifiques, un an en arrière. Dans l'ensemble, c'est quand même assez moyen. Et c'est surtout l'IPC, notamment en Allemagne, qui est intéressante, qui a un chiffre intéressant. Pourquoi? Parce que pour la première fois depuis très longtemps, on passe sous les 2%. Donc ça y est, l'Allemagne est passée sous les 2% d'inflation par rapport à il y a un an. On était aujourd'hui à 1,9. Donc premier, et c'est un gros, c'est évidemment c'est l'Allemagne, c'est un des plus gros pays en termes de force monétaire, de PIB en Europe, donc avec la France. Et c'est eux qui sont un peu la locomotive. Donc pour la BCE, et probablement la baisse des taux et la continuation, parce que la BCE a déjà commencé, c'est plutôt une bonne chose. On a réussi en Europe à atteindre enfin ce stade des 2%. Alors il y a peut-être des petits remous comme d'habitude, comme on a connu, des petits rebonds, mais dans l'ensemble, c'est en bonne voie. On a eu aussi l'inscription hebdomadaire au chômage aux États-Unis, rien de nouveau, toujours dans les 230 000, donc là ça reste stable. Et puis le PIB, ça c'est plutôt une bonne, à voir, une bonne surprise ou pas, mais le PIB sur le deuxième trimestre qui est revenu quand même à 3%, alors qu'on était à 1,4 avant, et on attendait 2,8. Donc toujours la santé de l'économie américaine qui est toujours plutôt résiliente et plutôt forte. Alors là, on va regarder le Standard & Poor's, qui est pas loin de ses plus hauts, là aussi. Alors on garde toujours dans un coin de notre tête ce qu'on avait dit sur la possibilité d'avoir encore quelques semaines de hausse avant le pivot de la Fed. Et après le pivot, quand on commence généralement à pivoter, c'est parce qu'il y a des raisons. C'est parce que l'économie ralentit trop. Là, on n'a pas trop les chiffres encore, notamment aux États-Unis. On en a eu quelques-uns, mais ceux qui reviennent ont quand même des signaux de force intéressants. Donc on verra ce que ça va donner, mais généralement, on l'avait vu dans la vidéo hier ou avant-hier, je ne sais plus, que sur les pivots, quelques semaines, quelques mois après le pivot de la Fed, les marchés descendaient. Donc attention. Sur le Dow Jones, c'est pareil. Là, on est sur les 41 400, donc on est autour de la résistance. Est-ce qu'on va la passer ou pas? Moi, je serais quand même plutôt partisan du oui, toujours dans l'objectif d'avoir ce petit plus haut pendant quelques semaines, et puis mi-septembre, peut-être la correction. On met un bémol, mais c'est loin d'être acquis. Et enfin, le Nasdaq, qui fait un petit rebond. Mais on va voir surtout sur le Nasdaq les grosses variations. Et Nvidia, alors Nvidia, ils font à la mi-séance moins 3%. Ça a été très très volatile après la cloche, dans les échanges hors cotation. On est descendu à moins 6, moins 7. Il y a eu beaucoup de transactions. Et finalement, la perte, elle n'est pas énorme. Alors sur Nvidia, on va revenir sur les résultats. Là, on va pas revenir en détail. Je vous ai mis juste les chiffres les plus importants, notamment le chiffre d'affaires, le bénéfice par action qui était attendu. Qu'est-ce qu'on voit sur Nvidia? C'est que, comme d'habitude, on a atteint les objectifs, on les a dépassés. A priori, c'est plutôt une bonne chose. On voit ici le chiffre d'affaires. On attendait 11, on en a 13, on attendait 16, on a 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, etc. Donc c'est plutôt bien. Maintenant,
on attend à chaque fois qu'elle fasse mieux, toujours mieux, parce qu'on a une valorisation qui est partie un peu en flèche, en torche. Donc, pour maintenir ce niveau de valorisation énorme, il faut toujours surperformer. Donc là, c'est très bien, mais c'est presque que trop très bien, je dirais. Ce qu'on attendait, c'était peut-être encore de l'exceptionnel pour survaloriser. Il y a une chose aussi, on voit surtout au niveau au niveau du chiffre d'affaires, hein, 11, 16, 20, 24, 28, 31. Finalement, on monte assez peu par rapport à ce qui a été fait sur les trimestres précédents. C'est-à-dire passer de 11 à 16, de 16 à 20, de 20 à 24. On voit qu'en termes de pourcentage, c'est moins important. Et là, on passe de 28 à 31, c'est pareil. Et la surperformance, c'est pareil, elle s'érode un petit peu, hein. On était à chaque fois quasiment autour de 2 milliards en plus. On le voit ici sur les 11 et sur les 13, on fait plus de 2 milliards. Forcément, c'est énorme, c'est super. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? On fait quasiment toujours autour de 2 milliards, même un petit peu moins de 2 milliards, mais pas sur la même somme. C'est-à-dire que là, on surperforme de 2 milliards sur un chiffre d'affaires à 11 milliards. Et là, dernièrement, on surperforme de 1,4 milliard sur un chiffre d'affaires à 28 milliards. Le rapport, il est complètement différent. Il est quasiment multiplié par 3. Donc, on pourrait attendre une surperformance, elle aussi, de 3, c'est-à-dire faire 6 milliards, hein, en plus. Et ben non. Donc, on voit que les chiffres sont quand même énormes. On a toujours une progression du chiffre d'affaires, mais ça commence à ralentir, à s'éroder. Et l'exponentielle, elle a tendance plutôt à s'aplanir. Alors les chiffres, ils sont toujours bons. L'IA, elle a, à mon avis, et pas qu'à mon avis, à l'avis de quasiment tout le monde, encore beaucoup de beaux jours devant elle, et elle va générer énormément de choses. Maintenant, la capitalisation, c'est ça qui va poser problème. C'est on est monté assez haut. Quelle va être un peu les moments où on va avoir des prises de bénéfices, d'une part, et le moment où on va se réinvestir pour jouer encore une deuxième vague qui va arriver. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'avec les échanges, hors de cotation de marché, hein, qui étaient descendus à -6, qui était très volatile, finalement, on a ouvert autour de -3, on va le revoir. Et on est descendu pas si bas que ça, hein. On est descendu à -5 durant la cotation. Là, on perd -3. Donc, dans un premier temps, on fait des résultats qui sont mieux qu'attendus, mais on s'y attendait à ce mieux qu'attendu. Et la perte, elle est pas si énorme. On perd à peine 3% sur une valorisation avec des tailles de chandeliers. C'est ça qu'il faut voir aussi, c'est que on n'est plus dans cette année 2023 où finalement on avait des petits chandeliers par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. On a aujourd'hui plus de volatilité, donc des résultats qui amènent seulement, je dirais, seulement 3%, et même pas de gap, puisque ça a été comblé avec les mèches, hein, aujourd'hui. Finalement, c'est presque ça l'événement, c'est que c'est un non-événement. Les résultats d'NVIDIA, ils ont été quasiment lissés, alors qu'on aurait pu s'attendre peut-être plus à des grosses prises de profit, et voir le titre à -6, -10, tout en gardant, hein, sa possibilité et sa tendance haussière, parce qu'on le voit, hein, les moyennes, ici la moyenne à 200, elle est même pas à 100 $, elle est à 87. On cote à 121. On a déjà fait une première conso ici pour combler le gap à 97. On revient ici presque sur le deuxième pic, hein, du plus haut à 135, et finalement on tient bien. Donc moi, ce que je vois, c'est plutôt intéressant, et ça me ferait plutôt envie de rentrer sur Nvidia bientôt, parce que je vois que il n'y a pas trop de prise de bénéfices, il n'y a pas de panique, il y a encore des chiffres intéressants. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est peut-être le timing, attendre la fin d'une petite période qui peut durer quelques jours. Mais dès qu'on va repartir à la hausse, à mon avis, Nvidia, elle devrait continuer. Et c'est ça qu'il faut voir aussi sur les résultats. On va en reparler avec Pernod Ricard juste après. C'est pas parce qu'on a des résultats qui sont bons, entre guillemets, ou qui sont supérieurs aux attentes, que le cours va exploser. Et c'est pas parce que les résultats sont mauvais ou pire que les attentes que les résultats vont baisser. Il y a souvent aussi ce qu'il faut prendre en compte, c'est la dynamique, les perspectives,
et le niveau de valorisation aussi de l'entreprise. Donc il y a beaucoup de choses en plus des marges, etc., de plein de lignes. Donc il ne faut pas forcément se focaliser uniquement sur les résultats. Ce serait trop simple hein, de voir les résultats sont meilleurs que prévu, donc l'action va monter, et inversement, non, ça ne marche pas comme ça, la bourse, c'est un peu plus compliqué. Donc sur Nvidia, moi je prends quand même ces résultats comme déjà une bonne chose, hein, parce que la croissance, elle est toujours là, mais surtout, le marché aussi, le marché me dit qu'il finalement, il n'a pas envie de vendre, il n'a pas trop envie de prendre des bénéfices, il n'a pas envie de bazarder Nvidia, alors que un peu tout était réuni pour se dire, on valorise énormément, on fait déjà partie des plus gros, on est monté allez, ici, on a pris 69% en 6 mois. Est-ce que ce serait pas le moment d'arrêter? Bah non, finalement, résultat, et puis résultat digéré quasiment neutre sur Nvidia. Donc moi, je trouve ça plutôt intéressant. Si on retrouve hein, une MACD un peu négative, retrouver un peu le cours sur la moitié des moyennes, autour des 110, quelque part comme ça, et que là, on retrouve une dynamique positive dans quelques jours, je pense que ce serait bien hein, de se remettre sur Nvidia ou autre. Hein. On parle souvent d'AMD, entre autres, ou d'autres valeurs comme ça, ou d'autres semi-conducteurs, ASML aussi. Pour moi, c'est toujours plutôt intéressant. Alors, on en reparlera évidemment avant la mi-septembre avec la Fed, mais c'est peut-être un secteur qui pourrait s'en sortir. Alors, traditionnellement, c'est compliqué parce que la tech, elle n'a pas une grande expérience par rapport aux autres secteurs traditionnels. Et souvent, c'est plutôt la santé, la guerre hein, qui, lors des périodes un peu compliquées, si elle arrive, parce qu'encore une fois, hein, le pivot de la Fed, c'est pas une certitude à 100% qu'on ait une baisse, mais bon, il faut s'y préparer parce que au niveau statistique, c'est quand même plutôt important. Bah, c'est plutôt les secteurs santé et guerre qui s'en sortent. Secteur techno, on verra. On sait qu'il y a une très grosse volatilité, un gros momentum possible. Est-ce que ça permettra au marché de s'en sortir et d'éviter cette baisse, ou on aura la tech qui va aussi consolider? Et on sait que si la tech consolide, elle a un tel poids dans les indices aujourd'hui, hein, que ce soit Nvidia, mais aussi Microsoft, Alphabet, Google, etc. Donc tous les GAFAM et les gros, ils ont une telle pondération aujourd'hui, et même dans les ETF, hein, c'est énorme. C'est les gros qui font tout, donc si la tech corrige, vous allez avoir tous les indices qui vont corriger, mais même si le bâtiment, l'automobile, je ne sais pas quel secteur, et tous les secteurs sont au vert, si la tech corrige, les indices vont corriger. Donc ça, c'était pour Nvidia, et on va regarder également Pernod Ricard. Alors, on va faire le CAC avant, on va le faire rapidement. Hop, CAC 40 plus 0,8. Et c'est plutôt intéressant. On continue notre petit voyage ici. Hein. L'objectif, c'est toujours les 7007, 7008. Hein. On y va plutôt rapidement, et on va peut-être corriger un peu. Surtout, c'est la confirmation hein, de ce qu'on s'était dit ici depuis le 21 août. Cassure du canal baissier. Donc, on a fini la baisse hein, sur le CAC 40. Maintenant, on est en mode construction. L'objectif, c'est d'aller tester les résistances et de voir sur laquelle on bute. Peut-être ici, un moyenne à 200, 7720, 730 environ dans quelques jours. Et de voir ce qu'on va pouvoir faire ici. Ça nous mènera peut-être aussi au 17 ou 18 septembre. Mais pour l'instant, c'est ça, c'est de la construction avec peut-être une zone de temporisation sur les 7007 environ. Au niveau des grosses variations, on va voir évidemment. Alors Pernod Ricard, ils font que, entre guillemets, 1,98, mais on le voit, les volumes énormes, forcément, il y a eu des résultats, et on va regarder les résultats. Hop, résultat de Pernod Ricard, on attendait 2 milliards 68, on a eu 2 milliards 66, donc ça a été moins bon. Donc des résultats en deçà, et pourtant, hop, qu'est-ce qu'elle a fait l'action? Elle a explosé, hein. On a ouvert ici, et on est monté jusqu'au 141, plus 9%. On a fait durant la séance plus 9,7%. On les a pas tenus, mais ça donne quand même un indice sur
sur le marché les investisseurs qui ont voulu acheter. Alors pourquoi on achète des résultats qui ont été finalement assez mauvais? C'est ce qu'on disait sur Nvidia, c'est qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur les chiffres, hein, sur le chiffre d'affaires. C'est aussi une question de perspective, de résultats et de valorisation. On a ici un niveau qui arrive probablement, hein, je ne sais pas pourquoi il me l'a encore mis en rouge, il m'en veut, un niveau support intéressant qui est en train de tenir, qui est en train de faire réagir le titre. Alors, à mon avis, hein, c'est pas forcément le top départ. On risque d'avoir encore un peu de zigzag ici, mais le support, lui à 122 m'a l'air assez solide. On l'avait noté ici pour peut-être septembre-octobre. On l'a un peu plus tôt en août-septembre. On avait dit, hein, septembre, la rentrée sur les spiritueux, sur Pernod Ricard, sur Rémy Cointreau, etc. Le but, c'était de jouer la rentrée et la fin des déstockages, notamment aux États-Unis et en Chine. Et on a eu également une bonne nouvelle sur la Chine, hein, qui pourrait baisser un peu les taxes et les surtaxes, surtout sur les alcools. Donc ça arrangerait Pernod Ricard. Et la visibilité, c'est ça, hein, c'est de se projeter sur les prochains trimestres et de voir qu'il va y avoir une demande qui est en train de revenir sur Pernod Ricard. Donc c'est ça, on va rejouer enfin la dynamique. Le chiffre d'affaires qui va augmenter, le déstockage est fini, donc on va pouvoir un peu refaire du chiffre et donc refaire de l'argent. Et puis, tout ça, tout ce contexte, il arrive où? Sur Pernod Ricard qui a une valorisation de environ 120, 130, même pas. Donc forcément, les cours se réajustent, les investisseurs reviennent, les gros investisseurs aussi. Beaucoup de volume évidemment parce que c'est des résultats. Et on a peut-être ici un signal intéressant. Alors, évidemment, hein, grosse séquence baissière, grosse pression sur le titre. C'est pas une technologie qu'on va pas avoir une reprise en V comme sur le Nasdaq. Donc, la tentative ici, elle est énorme. Elle donne quand même un indice intéressant sur la suite. Un indice de force plutôt très bon. Même s'il y a une mèche haute, on prend quand même pas mal. On continue la dynamique. Donc, moi, ce que je veux voir maintenant sur Pernod Ricard, c'est tout le travail entre les 138 et les 122 qui mériterait une petite prise de profit, une petite conso, même peut-être revenir ici. Hein, et ce travail-là, donc en septembre, rejouer éventuellement le rebond pour un démarrage, je pense, qui devrait enfin faire sortir le titre. C'est ce qu'on avait dit depuis le début de l'année. Hein, on jouait septembre sur Pernod Ricard. C'est en train de se passer avec 3 jours d'avance. On est le 29 août. Pour finalement jouer plutôt le moyen terme parce que la valorisation elle a tellement baissé là aussi sur Pernod Ricard. On le voit ici sur le plus haut. On a perdu jusqu'à 41% en 1 an et 3 mois. Donc en 5 trimestres, presque la moitié de la valeur. Donc c'est beaucoup trop. Et là, on commence à réagir. Donc oui, à partir de maintenant, je dirais, à partir des résultats, à partir des perspectives, à partir de la réaction sur résultats et des volumes qui reviennent, aujourd'hui, on a un signe qui nous dit que le marché va se réintéresser à Pernod Ricard et Pernod Ricard devrait pouvoir enfin, à moyen terme, repartir parce que tout ce qu'on a eu avant, c'était que des rebonds techniques qui peuvent être intéressants sur du court terme, sur quelques jours, sur quelques semaines. On a quand même des pourcentages à jouer. Mais statistiquement, on sait que ces rebonds, ils ont déjà des niveaux qui vont pas être très élevés et puis qu'ils ont des chances de casser encore à la baisse très fort. Et c'est ce qui s'est passé à chaque fois. Là, on a fait quelque chose d'important. Hein. On revient, on bute pile sur la moyenne à 200 à 10 centimes près. On a le retour des volumes, on a le support qui est en train de tenir. Donc Pernod Ricard, oui, plutôt intéressant. Et puis on va regarder aussi alors STM avec les semi-conducteurs, mais c'est ce qu'on disait sur Nvidia, enfin ce que je disais sur Nvidia, des chiffres qui sont plutôt bons sur Nvidia, ça veut dire quoi? Même si ils ont été vendus à 3%, pour moi ce moins 3 ça veut dire plutôt du vert que du rouge. Hein. Et sur finalement toute l'économie technologique, IA, intelligence artificielle, on a quoi? On a la confirmation que ça continue, qu'on va continuer à gagner de l'argent, qu'il n'y a pas de bulle, que c'est a
priori, enfin, on n'est pas au plus haut de la bulle et on est loin de la péter encore parce qu'il y a beaucoup de chiffres à faire encore. Donc tout ce qui est en relation, je pense, avec l'IA, les semi-conducteurs, les technos, bah, l'ont bien pris parce que Nvidia, le leader, continue de performer et de gagner beaucoup d'argent et d'emmener avec lui toute l'industrie un peu IA, donc ASML, STM, etc. C'est en vert. Et là, on prend 2,9. Et là aussi, pourquoi on prend 2,9? Parce qu'on a des niveaux de valorisation relativement faibles sur STM. On était à 50 il y a un an, il y a 2 ans. Non, un an, un peu plus d'un an. On était à 50. Et ça, on a perdu 40% aussi. Donc forcément, quand les perspectives commencent à revenir, bah, les niveaux ils vont se réajuster d'eux-mêmes aussi. Donc là aussi, STM devrait revenir. Pas forcément celui que je jouerais en particulier, parce qu'on l'a vu, il y a quand même une dynamique qui était moyenne et un peu faiblarde avant déjà les, hum, les performances énormes de Nvidia, hein. Ils ont pas emporté tout le monde, ils ont emporté une partie, mais certains étaient déjà baissiers. C'est pour ça qu'STM, c'est pour moi pas ma favorite, hein. Même si elle est en France, on préférera peut-être aller voir ailleurs. Et Dassault Systèmes, qui est pas loin de combler le gap. Alors le gap, il est là à 35,52. Il faut attendre de le combler. Le chiffre, il est intéressant, hein, 2,7. Mais c'est toujours en dessous. Donc il faut attendre de combler et puis de retravailler pour se réintéresser. Ça reste quand même un peu spéculatif à ce stade, hein, avec le double top ici sur la moyenne à 200. On est toujours baissier. On a quand même ici probablement stopper la chute. On aura la confirmation peut-être cette semaine ou la semaine prochaine sur comblage de gap. Et là, on pourra s'y réintéresser. Mais c'est encore un tout petit peu trop tôt, je pense. Et alors, Téléperformance qui fait -6, moi, ça me semble un peu sévère. C'est en partie dû à un changement de gouvernance, hein. Il y a un changement dans la tête de Téléperformance qui n'a pas trop plu au marché. Et pour moi, alors les volumes aussi sont énormes. Pour moi, ils ont surréagi clairement, hein. C'est pas des mauvais chiffres, c'est pas un manque de visibilité, c'est pas une catastrophe économique qui est arrivée, c'est un changement dans l'organigramme. Et finalement, on nous met -6. Moi, je trouve cette. Alors, évidemment, hein, on préfère la stabilité. Et puis, il y a certains hommes ou femmes qui sont préférés ou qui ont des réputations plutôt bonnes ou plutôt mauvaises. Ça mérite pas, je pense, un tel pourcentage et une telle baisse. Moi, je suis toujours confiant sur Téléperformance. On verra, hein, les prochains chiffres, mais la dynamique me semble loin d'être cassée. Alors on attend toujours, hein, de combler le gap ici, qui sera véritablement le vrai signal, je pense, pour la relance haussière de Téléperformance sur les 109,80. Donc les 110 en gros. Là, on a pris un petit coup sur le museau, mais je serais pas surpris qu'on réagisse relativement bien ces prochains jours. Eurofin, non. Non, Eurofin, on a encore buté ici, hein, en début du mois sur la moyenne à 200. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? On redescend. Il n'y a pas grand-chose à faire Enfin, on surveille, hein. On l'avait identifié déjà au début de l'année, mais les rebonds n'arrivent pas à tenir. Et puis, on n'a pas trop de nouvelles aussi sur Eurofin par rapport à d'autres grosses pharma qui annoncent généralement des bonnes nouvelles. Là, il n'y a pas grand-chose, hein, sur Eurofin. C'est un peu décevant. Il n'y a pas de rebond, il n'y a pas de force. Les volumes, alors on en a juste ici sur ce grand chandelier de vente, mais derrière, on se demande si ça intéresse vraiment beaucoup de monde ou pas. Donc pour le moment, c'est pas une action qui m'intéresse énormément. Et oui, et puis je voulais regarder aussi Valourec. Valourec, elle intéresse pas mal de monde. Aujourd'hui, elle a fait aussi une super journée avec +6. Moi, je voudrais regarder la vente à découvert sur Valourec. Et elle est toujours super importante. Elle est toujours autour de 9%, ce qui est énorme. Au-delà des 2-3%, c'est quand même très important. Et là, ça dure.
Et ici, hein, depuis le début de l'année, en fait, on était à 1 ou 2 en 2023, et puis début 2024, on est passé à 6, puis on est monté à 7, 8, 9. Alors là, ça a un petit peu baissé, on était sur les 9,3, on revient autour des 9,10, mais c'est quand même énorme. Et pour l'instant, ils ne se rachètent pas, ils ne vendent pas. Alors on a eu une grosse journée aujourd'hui, il faudra voir ce que ça va faire demain, peut-être que ça va commencer à bouger. Mais c'est compliqué quand même d'investir et de jouer le moyen terme quand on a autant de fonds investis et différents. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a au moins 7 fonds différents qui jouent contre Valourec avec des pourcentages relativement importants. On avait parlé d'ArcelorMittal qui avait pris une position dans Valourec qui pourrait éventuellement faire une OPA, mais c'était pas le but à court terme. L'OPA, elle est peut-être à moyen terme. C'est pour ça qu'il faut, je pense, se laisser le temps de voir Valourec évoluer. De toute façon, elle est toujours en consolidation sous cette oblique-là. L'oblique rouge ici, tant qu'elle n'est pas cassée, on est en consolidation sur Valourec. Donc, a priori, il n'y a rien à faire. Il faut attendre le rebond. On est en plus sous la moyenne à 200, donc ça fait 2 signaux négatifs. On a éventuellement le support ici, mais c'est un support court terme, donc là ça fonctionne, mais bon, pour l'instant on zigzague en dessous, donc on peut faire ça encore. Le jour où on fera ça et ça, au-dessus des 14, 14,5, oui, mais pour l'instant c'est plutôt risqué de jouer sur Valourec. On voit, le chandelier il est énorme, pourtant les volumes ils sont pas monstrueux. Alors, ils sont plus gros que d'habitude, mais il n'y a pas non plus de très grosses, de volume énorme. 800 000, même pas. On est à combien exactement? On est à 700 000. Le jour à peu près du rachat d'Arcelor, c'est à peu près. On était à 1,7 million. Ici, on a fait 2 millions. On a eu des pics. Alors, c'était sur résultat, donc forcément 4,4 millions. Donc, on voit que les volumes ne sont pas non plus trop parlants sur Valourec. Donc, c'est pour ça que moi, j'attendrai plutôt un petit peu. Et je me précipiterai pas pour rentrer parce qu'il y a encore beaucoup de fonds. Et généralement, quand ça monte, alors, on peut perdre peut-être un peu de pourcentage sur un jour ou deux si on veut anticiper. Mais moi, je préfère attendre d'avoir la confirmation que les gros fonds commencent à se racheter. Et là, je verrais bien le cours exploser. Mais il y a toujours ces fonds qui ne vendent pas et qui tirent le titre vers le bas. Et on va regarder juste rapidement quelques actions. Ah oui, Air Liquide aussi, il y a pas mal. Air Liquide, on a peut-être la confirmation depuis 2-3 jours que ça peut partir. Moi, si je voulais m'investir sur Air Liquide ces derniers jours, je m'investirais maintenant ou au moins une partie, au moins la moitié de ce que je veux mettre parce qu'on a le début d'une réaction qui est la suite logique de ça. Hop, on mèche sur le support à 159,68, sur la moyenne à 200, derrière c'est racheté, on vient tester l'oblique, on la casse. Donc on a une séquence assez forte sur Air Liquide. Le gap il est toujours pas comblé, à mon avis on va pas le combler de sitôt. Donc la dernière, on va dire résistance, elle est où? Elle est là. Alors pas celle-là évidemment, pas le plus haut, moi je pense surtout au 170, une fois, deux fois. Si on y revient 3 fois et qu'on casse, oui. Alors là, on ira sur les 176 et puis plus tard casser. De toute façon, Air Liquide, c'est plutôt une action long terme qui a des chances de performer. Pas de faire de gros pourcentages, mais toujours être intéressant sur le long terme. Donc là, on a une porte d'entrée plutôt favorable. La meilleure, évidemment, on l'avait ici. Hop, sur confirmation. Allez, on va dire ici, on attend 3 jours. Donc le meilleur point d'entrée, c'était environ début août. Je le mets au 7 août. On a perdu 3% et demi seulement sur un gros signal d'achat. C'est pas énorme pour du long terme, c'est pas grand chose. Donc oui, moi si je voulais acheter Air Liquide, je l'achèterais maintenant. Alibaba, je suis toujours dessus. Toujours pénalisé par la Chine qui continue de dormir. Et malgré ça, on tient. Mais on va pas exploser tant que la Chine n'explosera pas. Ça, c'est une certitude.
Donc pour l'instant, on végète un petit peu, mais le jour où la Chine repartira, ça risque d'aller très fort vers le haut. Mais pour l'instant, ouais, on est obligé d'attendre, hein, comme tout le monde. Et puis oui, ce qu'on disait sur les techs, hein, avec notamment Alphabet, qui est sur le point de confirmer la fin de sa baisse. Amazon aussi. On le voit qui est en train de réagir sur la moyenne à 200. Si elle continue pendant 2-3 jours, c'est parti. Je suis aussi sur Amazon. Apple, c'est la même chose, qui va bientôt verser plus haut. Donc toute la tech, hein, confirme. Et puis Microsoft, plus 2 aussi. Microsoft aussi, une belle réaction, hein, sur moyenne à 200. Ici et ici. Et surtout les 430 sur Microsoft, hein. Le jour où on revient casser 430, il faut probablement acheter. Et ARM, pareil en techno, la réaction du jour. Donc sur les chiffres de Nvidia, je pense qu'ils sont pour moi à relativiser, plutôt une bonne chose quand même si c'est du -3 pour Nvidia. Et puis un petit point sur CrowdStrike. Les résultats aussi sont arrivés sur CrowdStrike. Alors des résultats corrects, plus ou moins comme attendu. Maintenant, il y a quelques doutes sur le troisième trimestre parce que notamment il y a eu cet incident, hein, avec Microsoft et donc la panne mondiale, et ça a affecté un petit peu les contrats. Donc il y a eu une petite perte. Rien de catastrophique. Moi, j'en ai profité pour sortir, hein, sur CrowdStrike. J'étais rentré ici sur les 212, donc le pourcentage est assez énorme, hein, plus de 20% pris en quelques semaines. On verra si le rebond long terme, il peut se continuer, hein, parce que CrowdStrike, c'est plutôt une belle valeur, qui avait intégré le Standard & Poor's, je crois, au mois de juin dernier. Mais on a quand même ce petit incident qui a fait perdre des parts de marché. Donc, éventuellement, voir les autres, les leaders comme Palo Alto, par exemple, ça peut être intéressant, ou Fortinet, mais je crois que Palo Alto, ils sont un peu meilleurs, peut-être plus intéressants. Donc là, on jouait surtout l'excès du marché, hein, la baisse qui avait été monumentale et beaucoup trop grosse. On a joué le rebond, enfin, moi, j'ai joué le rebond. Je quitte la position et puis je me réinvestirai peut-être sur d'autres, hein, à savoir des leaders qui ont pas fait des bourdes et qui sont peut-être qui vont profiter des parts de marché perdues par CrowdStrike au troisième trimestre. Et puis on va voir hop, les valeurs abonnées. Donc Valourec, je l'ai fait. Celsius Holding, fin de baisse a priori sur Celsius. Alors, on est toujours, hein, dans une dynamique relativement moyenne, mais on est sur un beau support. On est sur les 36,7 avec un premier rebond. Là, on y revient une deuxième fois. Donc c'est ça qu'on peut jouer quand on est comme ça sur tendance négative, hein, qui assure la moyenne à 200, les moyennes qui commencent à s'abaisser. On est un peu en dessous de tout. La tendance, elle est à la baisse. Maintenant, on joue quoi? On joue le support. On joue le support ici, c'est-à-dire que si on achète par là. Et si on vient à casser en gros les 35, faut quitter la position. Parce que le trade, il est perdant et puis on risque d'aller beaucoup plus bas. Donc on achète et puis on joue quoi? On joue la première résistance, c'est-à-dire les 48, 86 ici. Hop. Donc 48, 86. Et puis on voit si on y arrive, hein, si on prend ses bénéfices ou si on met un stop. Et puis selon la force de la correction, est-ce qu'on joue pas la deuxième résistance, hein, peut-être ici sur la moyenne à 200 qui sera par là, ou la troisième, à voir. Mais ça reste risqué parce qu'à ce stade, c'est baissier. GTT, alors moi j'aime bien GTT, hein, j'en parle souvent. Je ne me suis pas remis sur GTT, pas exposé dessus. Mais je suis plutôt favorable toujours, hein, leader dans les transports de gaz, notamment avec une technologie un peu plus avancée que les autres. Donc oui, favorable. On a eu cette conso avec je crois que c'était Peugeot Invest qui était sur GTT, qui avait vendu sa participation. Et ça repart, hein, pour GTT. Donc pas de nuage, hein, sur le cours. À court terme, qu'est-ce qu'on peut voir? Elle a fait un petit gap baissier qu'elle a comblé rapidement, et puis elle a fait un gap haussier
qui lui n'est pas comblé. Donc 127. Entre 127 et 130, il n'y a pas de gap. Si on arrive à finir cette congestion ici et à sortir par le haut sans combler le gap, a priori, on va aller tout droit vers la résistance. Donc c'est ça qu'il faudra surveiller, je pense. Et là, c'est plutôt le bon moment, je dirais, sur GTT, parce qu'on retrouve toutes les moyennes qui sont ici. Donc la porte d'entrée, elle est plutôt intéressante. On n'est pas loin des moyennes, comme on l'a pu être ces derniers mois, où on s'attend peut-être à un début de consolidation, ce qui est arrivé. Là, elle a déjà digéré. Donc le temps qu'on va perdre finalement à consolider, à digérer, où le capital est investi et va rien faire, bah, il est en partie terminé. Et là, on s'attend maintenant à enfin du temps où on va aller performer. Donc je pense que maintenant, c'est une bonne chose d'investir sur GTT. Et si on est plus prudent, bah, on attend quoi? On attend une grosse poussée, puis un retour au-dessus des 136, 137. IMS and Earth Health. Ah, c'est bien, on a comblé le gap. Hop, il y a quelques jours, il y a hier ou avant-hier, le gap n'existe plus. Ça, c'est une bonne chose. Et puis, on revient pile sur la moyenne à 200. Donc, les chances de réaction sont plutôt intéressantes. On est en territoire négatif aussi niveau MACD, donc plutôt bien. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Bah, c'est juste ça, une petite progression là autour des 15,5. Donc dans les prochains jours, si on voit un début de réaction sur support sur MM200, ça s'achète pour aller jouer le premier objectif, le deuxième objectif et la cassure. Aux immunos. Alors aux immunos, c'est un peu compliqué parce que c'est plutôt biotech et c'est très volatile et ça va être soumis aussi aux news. Donc ça peut varier un peu fortement dans les deux sens. Donc on adapte la taille de position évidemment. Maintenant, les signaux qui sont donnés, ils sont plutôt intéressants et plutôt positifs, plutôt forts aussi. Je me trompe. Hop. On avait ici une petite congestion qui est en train de casser vers le haut aujourd'hui, notamment avec un plus 5. Et alors on retrouve ça. Faut juste casser les 8-8, si on arrive à le casser. Maintenant, la porte d'entrée pas forcément idéale, mais oui, ça peut péter fort quand même. Donc plutôt intéressant. Où est-ce que je rentrerai, moi? C'était plutôt avant, parce que là, elle lance une dynamique. Donc éventuellement, si on veut rentrer maintenant, il faudra mettre des stops assez courts et le suivre régulièrement. Sinon, on le voit ici notamment. Cette séquence-là, elle est intéressante, parce qu'on voit qu'on a beaucoup de mèches et on a peu de volatilité. Donc là, il y a un phénomène d'accumulation et on s'attend à ce que ça pète assez prochainement. Et c'est ce qui s'est passé. Donc là, on a le début de la poussée. Est-ce que la poussée va aller au bout ou va un peu revenir sur support à 7,40 avant de repartir? Je sais pas. Maintenant, c'est vous qui voyez si vous êtes court terme ou long terme sur cette action. Peut-être attendre, sinon il faudra aller chercher quand même beaucoup plus haut pour sortir gagnant. Stellantis. Alors, j'ai gardé la première oblique. On a eu une réaction. Après, le gap, ça change un peu tout. On a ça quand même. On a le support résistance à 15,36. Plus haut de janvier 2022. Cassé. Échec quasiment sur mèche le 27 août. Donc tant qu'on est sous les 15,36, il n'y a rien à faire. Après, on va sûrement y aller au-dessus. Éventuellement, voir ce travail-là. Parce qu'on a cassé la première oblique. Il faudra aller casser la deuxième. Travailler ici pour casser la deuxième. Et là, on sera encore dans du rebond technique. Donc, oui, on a perdu beaucoup sur Stellantis. Mais les marges aussi ont fondu. On perd 46%. Et le secteur auto donne pas quand même de signaux hyper intéressants. Alors les rebonds spéculatifs et techniques sont toujours intéressants, forcément. Si on les prend au plus bas, on voit il y a quand même déjà 8% en 2 semaines, mais on s'attend éventuellement à aller plus bas. Moi, c'est pas le genre d'action sur lequel j'irai, parce qu'il n'y a pas de signaux qui nous disent qu'on va avoir un retournement
au niveau macro aussi. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Dites-moi ce que vous en pensez, quelles actions vous avez, quelles actions vous voulez analyser, et les questions que vous avez sur la bourse ou le trading en général, j'y répondrai. Bon trade, à plus!